Bonjour Madame Gauthier, pouvez-vous nous faire un petit historique de l'Observatoire Jeunes et Société? Alors, j'ai préparé un très court historique de l'Observatoire qui permet de voir, qui va vous permettre de voir en même temps un petit peu le développement de la recherche sur les jeunes au Québec. Alors, ce qui a motivé, pour comprendre ce qui a motivé la création de l'Observatoire, ben, il faut se resituer dans le contexte de la recherche sur les jeunes au Québec parce qu'une institution, peu importe sa taille, hein, notre petit observatoire est devenu grand, mais euh, ben, ça se prépare longtemps euh, dans le temps. Alors, il y avait peu de travaux sur les jeunes avant les années 1960. Je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas dans une bibliothèque à Québec, il y a un livre d'Isabelle Perrault en 1988 intitulé Autour des jeunes. Alors, la recherche s'est beaucoup développée pendant les années 60 parce qu'il y a eu un enthousiasme des chercheurs suscité par le mouvement étudiant de ces années on qualifiait la situation des jeunes de la montée de la jeunesse. Il y a eu des cris du cœur hein, de plusieurs grands professeurs de l'époque. Marcel Rioux, par exemple, en 1965, a fait un discours inaugural qui a été publié sur ça, la montée de la jeunesse. Il y a eu des travaux marquants sur les nouveaux citoyens, Marcel Rioux, Robert Sévigny, la jeunesse en révolution de Jacques Lazure. C'est peut-être tous des noms que vous avez vus passer. L'enquête AZOP sur les aspirations des jeunes en 1972. Alors, c'est une période de départ, de projet, bon, d'enthousiasme quant à faire des études sur la jeunesse. Mais cet élan-là n'a pas tellement duré, tellement que Fernand Dumont, à un moment donné, qui était à ce moment-là directeur de l'Institut québécois de recherche sur la culture, qui avait été créé par le ministère de la Culture, qui a duré de 1981 à 1993, d'un gouvernement péquiste à un gouvernement libéral. Alors, il s'est inquiété de cette baisse d'enthousiasme et il a suscité un colloque intitulé Une société des jeunes aussi, avec un point d'interrogation, ce qui marquait une certaine inquiétude. Peu de chercheurs se consacraient entièrement à l'étude de la jeunesse, sinon sur des dimensions particulières. Alors, Dumont s'inquiétait, par exemple, du fait que personne ne semblait se préoccuper de la question du chômage des jeunes. Même les économistes demeuraient optimistes, hein, ce n'était pas très important, qui était à son paroxysme au début des années 80. Par exemple, il y a eu un chômage chez les 15-19 ans qui étaient plus nombreux sur le marché du travail à ce moment-là qu'aujourd'hui, qui était jusqu'à 22-24 de chômage. Alors, en 1984, cherchant quelqu'un de libre et susceptible de s'intéresser à les questions jeunesse, il m'a tendu une perche puis il m'a demandé, bon, d'entrer à l'IQRC et d'entreprendre un projet sur le chômage des jeunes. Bon, alors il y en a d'autres aussi à ce moment-là qui s'intéressaient à cette question, mais on ne peut pas dire qu'il y avait une communauté de chercheurs qui se consacraient à l'étude de la jeunesse.
Bon, il y avait toujours l'ACFAS qui était l'occasion de rencontre et qui a été un milieu de contagion jusqu'à susciter le goût de faire ensemble quelque chose de rassembleur autour des questions qui concernent la jeunesse. Pour moi, ce fut le cas à Chicoutimi en 1994, une rencontre mémorable avec Jacques Hamel. Et à Montréal, puis je pense que c'était à l'ACFAS de 1995, Claude, que tu as dit, oui, oui, il faudrait faire quelque chose pour rassembler les chercheurs qui s'intéressent à la question jeunesse. Alors, il manquait de lieux où partager les connaissances et les diffuser. Pendant ce temps-là, bon, il y avait, si je vous décris le décor, là, il y avait une équipe de chercheurs qui était fortement intéressée par ce qu'on appelait l'exode des jeunes des régions. Une équipe composée de représentants de pratiquement toutes les universités du Québec et de deux de l'Ontario, une équipe très active qui se rencontrait 2 jours, 4 fois par année, qui a duré de 1994 à 2007. Et ce projet-là témoignait du fait qu'une équipe interuniversitaire pouvait se former et durer. Alors, le temps était propice à la formation d'un lien entre les chercheurs de différentes disciplines, non pas tellement pour créer des connaissances ensemble, mais pour les partager et les diffuser. Et pour les diffuser non seulement à la communauté scientifique, comme on le faisait à l'ACFAS et dans toutes les rencontres nationales et internationales qu'on pouvait faire, mais pour partager ces données-là à tout le monde, aux individus, aux institutions, au gouvernement qui étaient en quête aussi de connaissances des jeunes. Alors, je me souviens d'une rencontre sur la Grande Allée avec Jacques et Claude. C'est probablement à ce moment-là, en tout cas, moi, j'ai tellement un bon souvenir de cette rencontre-là qu'on a lancé, qu'on a essayé, en tout cas, qu'on a voulu, quoi faire, comment l'organiser, comment financer une entreprise qui est rassembleuse des chercheurs qui s'intéressaient à la jeunesse. Alors, comme moi, je ne donnais pas de cours et que Claude et Jacques en donnaient, il me revenait le plus souvent de créer les occasions de mettre en place une structure de rassemblement et l'IQRC apparaissait comme un terrain neutre pour le faire. Hein? Ce n'était pas une gang de Laval, ce n'était pas une gang de Montréal, c'était l'IQRC était un organisme très particulier, très spécial en dehors du milieu universitaire. Alors, et tout ça a commencé là. Alors là, il y a une occasion de taille qui est venue renforcer ce qui n'était encore qu'au niveau de l'intention. La fermeture de l'IQRC en 1993 avait laissé en plan l'usage d'un fonds de dotation créé par Fernand Dumont et qui donnait des intérêts, un fonds de 600 000 $. Alors, il fut décidé d'offrir le fruit de la moitié de cette somme pour la création de la chaire Fernand Dumont sur la culture et l'autre moitié pour la recherche sur les jeunes. Mais que serait cette autre infrastructure de recherche sur les jeunes? Une chaire, un centre? Alors, pourquoi pas un observatoire qui était le type observatoire, était à la mode à l'époque et qui, un observatoire mettait beaucoup l'accent sur l'échange d'informations, hein, se tenir au courant de ce qui se fait et demeurer vigilant sur ce qui pourrait se faire. Alors, il s'est rapidement formé un comité avec au départ une sorte de conseil de sages. Ça a duré si peu longtemps, mais qui s'est formé surtout autour d'un comité de chercheurs actifs en recherche sur les jeunes. La structuration s'est progressivement développée et on en trouve, je n'en parlerai pas parce qu'on en trouve la description sur le site de l'OJS.
Au début, l'embauche d'une professionnelle de recherche a été très importante. Elle a mis en place un site web qui est toujours là aujourd'hui et l'a alimenté de nouvelles parutions nationales et internationales de données démographiques et autres avec l'aide d'assistants et qui est rapidement devenu un lien entre les chercheurs d'ici et d'ailleurs. Alors, tout était prêt pour que le 17 mai 1998, le conseil d'administration de l'INRS crée officiellement l'Observatoire Jeunes et Société, l'assurant des retombées du fonds de dotation. C'était important à ce moment-là pour les institutions qu'il y avait déjà en place euh, d'avoir une organisation qui fonctionne. Alors, importance aussi de saisir les opportunités qui permettent de développer des dimensions de l'organisation auxquelles on n'aurait pas toujours pensé au départ. C'est ainsi qu'une série d'événements ont contribué au développement rapide de l'OJS. Le congrès de l'Association internationale de sociologie à Montréal à l'été 1998, d'où est sorti un volume Regard sur les jeunes et la sociologie au Canada, et qui sera le premier volume de la collection Regard sur, qui en compte aujourd'hui 23. Le second volume portera sur la jeunesse au Québec en 2003. Ça a été un succès de librairie. Les librairies des cégeps et des universités se le sont rapidement procurées. Vint ensuite le premier bulletin de l'OJS qui se porte toujours de mieux en mieux depuis sa parution en 2000, tellement les recherches sur la jeunesse ont connu de l'ampleur. Mais ce qui au départ a donné le plus d'élan et de visibilité à l'Observatoire auprès d'un large public, ce qui était un but de la création de l'OJS, ce fut la participation à la préparation du Sommet du Québec et de la jeunesse en l'an 2000, dont le but était pour le gouvernement de préparer une politique jeunesse. Des rencontres avec les organisateurs du sommet. Hein, on a eu les uns les autres des rencontres avec les organisateurs du sommet, avec les responsables régionaux en préparation au sommet, des relations avec le secrétariat à la jeunesse. Et nous étions quelques-uns à avoir participé à ce fameux sommet en l'an 2000. Le clou de l'entreprise de communication pour l'OJS, pour dire que l'OJS, c'était vraiment une petite organisation qui voulait rassembler les connaissances autour de la jeunesse. C'était la production d'une chronique dans Le Devoir, le quotidien Le Devoir, tous les lundis de septembre de 1999 à février 2000. Février 2000, c'est la date du sommet. Alors, ce fut pour les membres de l'OJS la course contre la montre. Ce ne fut pas sans moult arguments que le directeur du Devoir à l'époque, M. Jean-Robert Sanfasson, a accepté notre proposition. Il a commencé par nous demander si nous avions un logo. Eh bien non, on n'en avait pas sur le moment, mais 2 ou 3 jours après, ça y était. La professionnelle de recherche connaissait un professeur en graphisme au cégep de Sainte-Foy. Celui-ci a chargé un étudiant de cette tâche et en 2 jours, nous avions notre logo avec toutes les informations pour en faire bon usage. Des professionnels du gouvernement me disaient qu'ils avaient hâte au lundi pour trouver sur leur bureau la coupure de presse qui portait sur différents sujets, justement tirés de recherches sur la jeunesse. Alors, un autre livre est sorti de la compilation de ces petits textes, Être jeune en l'an 2000, si jamais ça vous intéresse de savoir ce que c'était être jeune en l'an 2000. Bref, collection de livres, bulletins périodiques, nouvelles mensuelles, rassemblements de toutes sortes, il ne manquait plus à l'Observatoire qu'une revue internationale de langue française. Alors, Nicole Galland, alors directrice de l'OJS, et le comité scientifique ont décidé de lancer la revue Jeunes et Société, qui comporte maintenant 9 numéros depuis 2016 et au moins 2 autres sont en préparation. Et il nous arrive assez régulièrement
des propositions de thèmes euh, et de l'aide pour les réaliser. Maria Eugenia a connu ça et connaît ça. La collaboration internationale est intéressante. Les pays francophones, dont certains d'Afrique, les pays francophiles comme le Brésil participent à la revue. Alors, pour ce qui se passe maintenant, ben là, je m'arrête là parce que justement, si on veut pas, je voulais pas que ce soit trop long, c'est Eugénia qui est la mieux placée pour en parler parce que c'est elle maintenant qui est la directrice de l'Observatoire Jeunes et Société.